Lorsqu'Édouard accéda au trône d'Angleterre en 1272, il était un soldat expérimenté ayant goûté à la poussière des croisades. Finalement, avec ses actions au pays de Galles et en Écosse, il prouva être l'un des rois guerriers les plus puissants d'Angleterre. Sous le règne d'Édouard, les forces insulaires furent modelées selon un schéma qui serait préservé pendant 2 siècles. Le roi reconnut l'importance des archers dans les campagnes galloises et forma de tels archers à travers le royaume, renforçant ainsi l'armée anglaise. Longchamp qu'Édouard se lança en 1296 pour annexer l'Écosse à ses territoires. Les Écossais n'avaient aucune chance de résister à cette invasion. Il manquait à la fois de ressources humaines et de technologie militaire. Il n'y avait pas d'autorité réelle en Écosse, éliminant la possibilité pour les nobles d'agir ensemble. Le roi, pénétrant dans les territoires écossais, fit plier systématiquement les seigneurs locaux. Cependant, une guerre inattendue avec la France éclata, l'obligeant à laisser sa tâche inachevée et à prendre la mer. La soumission de l'Écosse et la chute de ses terres entre les mains ennemies ne furent pas bien accueillies par le noble écossais de la classe moyenne William Wallace. Peu de temps après le départ d'Édouard, Wallace leva l'étendard de la rébellion pour reconquérir sa liberté. En s'engageant dans la guérilla avec des tactiques de harcèlement et de pillage, Wallace perturba ceux du sud de l'île. Une armée fut immédiatement organisée et envoyée vers le nord. Wallace attira la grande armée dans un piège au pont de Stirling en 1297. L'infanterie écossaise à la lance tendit une embuscade aux Anglais sans méfiance traversant le pont dans un passage étroit. Si vous confrontez votre ennemi dans un passage étroit, le désavantage de vos effectifs devient négligeable jusqu'à un certain point. Malgré un petit nombre de troupes, Wallace remporta la bataille grâce à ce principe. Les Anglais furent vaincus, et la rébellion de William devint une source d'espoir pour toute la population. Après avoir réglé le problème avec la France, le roi Édouard se lança immédiatement avec une grande armée pour réenvahir l'Écosse. Wallace fit une grave erreur en affrontant les Anglais à Falkirk en 1298. Dans une bataille rangée, les Écossais étaient en nette infériorité. Leurs tactiques et leurs unités étaient si basiques qu'une foule d'il y a 500 ans aurait pu facilement les comprendre. Les Écossais étaient constitués d'un groupe maniant des lances, soutenus par ceux utilisant des haches et des épées. Ils n'avaient ni casque ni armure. Leur petite cavalerie était également équipée de manière similaire. L'armée anglaise, en revanche, était composée de lourdes cavaleries bien équipées, de bons arbalétriers, d'archers et d'unités d'infanterie organisées. La cavalerie d'Édouard élimina d'abord la cavalerie écossaise du champ de bataille. Certains pensent que Robert Bruce, sur lequel Wallace s'appuyait fortement, était également présent, mais il aurait soit quitté la zone par peur, soit trahi. Bien sûr, la précision de cette information est sujette à débat. Avec la disparition d'une poignée de cavaliers, il était enfantin pour les arbalétriers et les archers anglais de chasser les formations d'infanterie protégées qui avaient pris une ordonnance de bataille lourde au milieu du champ. Sous le déluge de flèches, les Écossais s'effondrèrent. Enfin, la cavalerie blindée revint sur scène et chargea les chevaux sur l'ennemi. Le résultat fut un massacre complet. Les Écossais n'avaient plus de force pour résister. Les Français, apparemment incapables d'aider en raison de leurs propres problèmes, regardèrent de loin. Dans ces conditions défavorables, des nobles respectés comme Robert Bruce se soumirent à contre-séhur à la domination anglaise. Lorsque le roi revint et captura le château de Stirling en 1304, tous ses rivaux avaient baissé leur drapeau de reddition. L'Écosse était désormais sous le contrôle anglais. Malgré sa résistance dans sa rébellion, Wallace fut capturé et tué en 1305. Le gardien de l'Écosse avait disparu, et le peuple était démoralisé. William, qui s'était battu jusqu'à son dernier souffle, eut son corps démembré et exposé à travers l'île comme une leçon pour tous. Le seul mot résonnant dans les oreilles des personnes laissées par William Wallace était « liberté ». Robert Bruce. Il y avait 2 prétendants majeurs pour le trône d'Écosse sous contrôle anglais, Robert Bruce et John Comyn.
Comyn avait une revendication plus forte en raison de sa parenté avec le roi précédent et du soutien plus important dont il disposait. Il avait montré une attitude plus défiante contre les Anglais que Bruce et les avait combattus à de nombreuses reprises. Mais pour l'instant, il pensait qu'une réconciliation avec les Anglais serait préférable. Bruce, quant à lui, semblait vouloir poursuivre à la fois la lutte pour le trône et le combat de Wallace. Le conflit et le débat entre les deux sur le trône se sont conclus avec Robert poignardant mortellement Comyn dans une église. Il devint un fugitif et un parjure. Ayant tué son rival dans un lieu sacré, il ralluma la guerre d'indépendance écossaise. Environ 1 à 2 mois après l'incident, en 1306, Bruce se déclara roi en se couronnant à Loudunil. Il était désormais roi, mais les partisans de Comyn et les comtes soutenant Édouard ne le reconnaissaient pas comme leur roi. Confrontés à cette situation, les Anglais envoyèrent une armée dans la région. Lors de la bataille de Medven, Bruce subit une lourde défaite et perdit presque tout ce qu'il possédait. Le nouveau et inexpérimenté roi, qui ne put montrer aucune présence sur le champ de bataille, s'enfuit avec ses frères et quelques hommes vers les îles au nord de l'Écosse. Bruce, visant à rassembler et entraîner des soldats, était impatient de revenir dans le jeu. Pensant avoir recouvré sa force, le roi d'Écosse réapparut près de Glasgow. Bruce, combattant comme un fantôme avec des embuscades constantes et des attaques sur des châteaux dans des coins éloignés, fatigua les Anglais. Il combattit sans jamais affronter directement son adversaire sur le terrain. Pendant ces temps, Longchamp-Édouard était décédé, et son fils, deuxième Édouard, avait pris sa place. Le jeune roi était aussi ambitieux que son père mais n'était pas considéré comme talentueux ni comme un bon dirigeant. La campagne écossaise de deuxième Édouard en 1310 échoua car Robert restait insaisissable. Apprenant de la première rébellion, le roi n'affronta jamais directement son adversaire, utilisant toujours des tactiques de guérilla. Les nobles anglais perdaient espoir pour la partie nord de l'île. Cependant, le roi d'Angleterre ne semblait pas prêt à abandonner facilement les terres héritées de son père. En 1314, Robert, par l'intermédiaire de son frère Édouard Bruce, assiégea le château de Stirling. C'était crucial car c'était un point de connexion majeur entre l'intérieur de l'Écosse et l'Angleterre. Le commandant du château demanda immédiatement de l'aide à son roi. Rassemblant environ 12 000 fantassins et près de 3 000 cavaliers en mars, le roi deuxième Édouard rassembla l'armée entière près de Berwick. La cible était Stirling. En revanche, les Écossais parvinrent à rassembler seulement environ 300 cavaliers légers et entre 6 000 et 10 000 fantassins. Ils avaient également presque pas d'archers. Cela ressemblait à une répétition de ce qui s'était passé à Falkirk il y a des années. Surtout, Édouard devait empêcher le siège de Stirling. Si Robert échouait, il perdrait à la fois sa crédibilité et la chance de prendre l'initiative. Quelque chose devait être fait avec les ressources limitées disponibles. Le plus grand avantage des Écossais étaient les conditions difficiles du terrain que les Anglais devaient traverser pour atteindre Stirling. Bannockburn. Le champ de bataille était une zone divisée par un terrain boueux avec de nombreux ruisseaux et marais remplis de roseaux. Le château de Stirling était au nord. La rivière Forte coulait juste au nord du château, et la Bannockburn la reliait, en quelque sorte, divisant le terrain. La seule zone sèche, reliée à la route romaine qui s'étendait de Falkirk à Stirling, était essentielle ici. La route croisait la Bannockburn. Les conditions du terrain se détérioraient en raison des zones boisées de part et d'autre de la route. Si les Anglais ne voulaient pas lutter avec les arbres épais, ils devaient tourner à droite. En réalité, le terrain à droite était devenu un marécage infranchissable en raison des marées de la rivière Forte. Mais encore, la route de Driffield ici pouvait être utilisée par les Anglais pour contourner les Écossais. Robert pensait que les Anglais traverseraient le terrain marécageux, et il fit creuser des fossés et plaça des pieux dans ces fossés. Ces pièges, appelés fosses aux loups, pouvaient être fatals pour la cavalerie. Le 23 juin 1314,
la cavalerie avancée des Anglais apparut à l'horizon pour tenir une tête de pont. Ignorant de ce qui les attendait, les unités essayèrent d'abord de forcer les ponts sur la route romaine. À l'avant-garde des pionniers se trouvait Henri de Bohun. Le jeune Henri se retrouva soudain en duel avec le roi écossais. Lorsqu'Henri chargea le roi avec sa lance pointée droit devant, Robert évita habilement l'attaque et tua Henri avec sa hache. Le combat héroïque devant leur roi augmenta le moral des soldats écossais. Alors que Bruce et ses hommes s'occupaient de cette unité de cavalerie, l'infanterie écossaise avait un autre problème. Sir Clifford Robert, avec ses 300 hommes, traversait la rivière et son objectif était d'atteindre Stirling en passant par les fossés ouverts. Environ 500 fantassins écossais formèrent une formation en schiltron pour empêcher cette tentative. Bien que la cavalerie semblât être avantagée, la résistance déterminée de l'infanterie et l'absence de l'armée principale anglaise privèrent Sir Clifford de succès. L'avantage moral écossais avait déjà commencé à coûter cher aux Anglais. Le roi deuxième Édouard et les principales unités de son armée arrivèrent sur le champ de bataille dans les heures avancées. Voyant que les Écossais tenaient les ponts, il commença à traverser la rivière du côté où Clifford était entré pour les attaquer plus facilement. Cependant, le temps était désormais passé pour organiser de nouvelles attaques. Pendant ce temps, Robert Bruce avait caché ses forces principales dans la forêt. Cette nuit-là fut difficile pour les deux camps. Du côté écossais, Robert, qui évitait jusqu'alors une bataille rangée, réfléchissait à combattre son adversaire jusqu'à l'aube. Quoi qu'il en soit, l'armée anglaise était plus nombreuse. Mieux équipée et possédant l'arme létale qui avait anéanti l'armée de Wallace à Falkirk, le long arc. Il semblait que le lendemain, Robert affronterait les Anglais et risquerait tout ce qu'il avait acquis depuis son couronnement. La situation des Anglais était bien pire. L'armée était complètement indisciplinée. Les soldats, qui avaient passé leurs derniers jours à marcher au milieu de l'été, se roulaient maintenant littéralement dans la boue. L'endroit où ils avaient installé leur tente n'était qu'une mer de boue. Alors que l'armée se dispersait pour camper la nuit, elle s'était amassée dans la boue, perturbant l'ordre. La cavalerie s'était séparée considérablement de l'infanterie. À ce stade, la chose la plus importante était un noble écossais dans les rangs anglais qui divulguait secrètement des informations à l'autre camp. Grâce à ces renseignements, Robert comprit que les Anglais étaient dans une mauvaise situation et commença les préparatifs pour une attaque soudaine. Il lancerait l'attaque avec les premières lueurs du soleil. En Écosse, l'aube se lève tôt, et les Écossais attaquèrent l'ennemi désorganisé dans la boue devant la Bannockburn après 3 heures du matin. Les Écossais émergèrent de la forêt en formation en schiltron. Le schiltron est une formation militaire où l'infanterie avec des lances prend place étroitement avec des boucliers pour se protéger. Il est particulièrement utilisé pour repousser les unités de cavalerie. Sir Edward Bruce dirigea l'infanterie avec des lances sur l'aile droite, et Sir James Douglas dirigea celle de l'aile gauche. Au milieu, Sir Murray, et juste derrière lui se trouvaient les forces de Bruce. Sir Robert Case dirigea l'unité de cavalerie forte de 300 hommes. Le camp était dans la forêt. Il fallait du courage pour charger une cavalerie lourdement blindée de la tête aux pieds avec une infanterie armée de lances, et les Écossais montrèrent ce courage au lever du jour. Les chevaliers anglais, peu habitués à combattre à pied, montèrent à cheval. Les Écossais approchèrent en schiltron, attaquant l'armée anglaise qui avait perdu sa mobilité en raison du terrain encombré et marécageux. Les chevaux, sentant les lances écossaises près de leur museau, furent terrifiés. Les rangs arrière de l'armée anglaise commencèrent à battre en retraite vers la tranchée créée par la Bannockburn, s'accumulant de manière désordonnée et causant de grandes pertes mutuelles. Les archers anglais, tout en continuant leur affrontement direct, se rassemblèrent pour tirer sur les Écossais depuis les côtés. Juste au moment où ils avaient commencé l'attaque, un petit nombre de cavalerie écossaise attaqua ces archers, brisant leur efficacité et les forçant à se retirer. Si les archers anglais avaient eu l'occasion de commencer leur tir rapide classique, la situation pour les Écossais aurait pu être beaucoup plus difficile.
Tout au long de la journée, la cavalerie anglaise, devant combattre sans beaucoup de soutien, fut impitoyablement tuée par l'infanterie adverse, qui prit plus tard la forme d'une coin. Les Anglais mouraient soit empalés sur les pointes des lances, écrasés les uns par les autres, soit noyés dans l'eau. Les vainqueurs de la bataille étaient maintenant clairs. Robert Bruce avait vaincu l'armée anglaise dans une bataille rangée, à la Bannockburn. Pendant le chaos, les Écossais ont presque capturé le deuxième Édouard. Échappant du champ de bataille avec l'aide de quelques-uns de ses chevaliers, le roi se dirigea droit vers le château de Stirling. Le connétable du château, Sir Philip, ne le laissa pas entrer car la bataille avait été perdue, et ainsi, la reddition du château n'était plus qu'à quelques jours. Lorsqu'on ne lui permit pas d'entrer dans le château, le roi trouva un moyen de disparaître et se dirigea vers la capitale. Selon les récits, la bataille avait été si féroce que les Écossais n'avaient pas besoin d'utiliser le pont pour traverser la rivière ce jour-là. Parce que les cadavres avaient déjà rempli le lit de la rivière. Robert Bruce, qui sortit victorieux du champ de bataille en ce jour d'été, avait effectivement assuré l'indépendance de l'Écosse. La rébellion avait réussi, et maintenant l'Écosse avait trouvé son nouveau gardien après William Wallace. Ce jour-là appartenait à l'infanterie avec des lances, le Chiltron avait gagné. Cette bataille a prouvé que des unités d'infanterie bien dirigées et bien organisées pouvaient vaincre même les guerriers les plus efficaces de l'époque. Enfin, si nous revenons à Robert, il continua à se battre avec les Anglais jusqu'à sa mort,